Il dit, tu sais, Philippe, il dit, ça a été une année pas si évidente que ça. Puis là, je suis en train de me dire, On a inventé notre propre scanner qui permet de numériser les matériaux puis d'en créer des fichiers 3D qui vont aller dans les plans 3D avant la construction. Puis pour développer le scanner, ça allait prendre 3 ans. Puis on n'avait aucun revenu. On est parti de zéro. J'ai dit, hey, père, tu vas pas mettre une scène de plus que moi dans la compagnie, on part ça ensemble. À un moment donné, on n'avait toujours pas de contrat, on n'avait rien trouvé. Je retournais à la banque, mon père, il disait, t'es sûr que tu vas encore faire ça? Il y a des gens aussi sur la planète qui essayent de nous imiter. Puis ça commence. Sur la planète. Ouais, sur la planète. C'est pas ce que mon équipe veut entendre. J'ai pas le goût de retourner voir mon équipe pour dire, hey, les gars, ça se passera pas. Je l'ai regardé dans les yeux, puis j'ai dit, Paul, je pars pas d'ici tant aussi longtemps que j'ai pas un deal avec toi. Je suis resté parké sa chaise. Il y a eu un moment de silence, puis il me regarde dans les yeux, puis il me dit Philippe Hébert, bienvenue sur Ça se passe. Merci, Frank. Comment ça va, mon vieux? Ça va super bien, content d'être là. Moi aussi, man, je suis content de t'avoir. Ça fait un bout que j'essaye d'attraper le Pokémon que tu es et de l'amener dans le studio, puis là, on est là, fait que c'est hot. Agnette, here we are. Donne-moi ton nom. Je l'ai déjà dit, t'as pas besoin de me le donner, dans le fond, ça. Mais ton rôle, puis la compagnie que tu représentes. Oui, je suis président et cofondateur de Lightbeans. Lightbeans, ça mange quoi en hiver? Lightbeans, c'est une entreprise en technologie pour l'architecture et le design. Plus concrètement, c'est une plateforme qui permet aux architectes et aux designers de venir choisir les matériaux, les visualiser, puis aussi les mettre dans les rendus 3D pour créer des rendus qui sont vraiment photoréalistes. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que on a inventé notre propre scanner qui permet de numériser les matériaux puis d'en créer des fichiers 3D qui vont aller dans les plans 3D avant la construction. Right, fait que c'est pas genre un rendering un peu boboche, pas fidèle à la réalité, c'est le vrai thing, ou le plus proche du vrai thing que tu peux avoir que ton scan permet de créer, genre. C'est ça notre but. C'est bon. Puis, mettons que tu me donnes une couple de chiffres pour avoir une idée de grandeur, la business est rendue où? Oui, bien là, ça fait 7 ans qu'on a démarré. Le projet, initialement, il a commencé en 2018. On est rendu une vingtaine d'employés. On a 100 clients manufacturiers. Okay. Lightbeans, c'est un marketplace aussi, fait que il y a 10 000 architectes puis designers qui utilisent Lightbeans. En fait, je pense même qu'on est rendu à 12 000 au moment où on se parle, qui viennent sur le site web, qui utilisent nos outils pour récupérer les matériaux numériques. Malade. Puis quand tu dis marketplace, ça veut dire que il y a des fournisseurs qui, eux, créent et genre promouvoient un peu leurs matériaux là-dessus, et de l'autre côté, des architectes designers qui vont magasiner, consommer, checker ça. C'est ça? Oui, c'est en plein ça. All right. Vous avez une histoire assez particulière, vous avez une histoire familiale, mais avant qu'on rentre, en fait, pour comme créer un peu, raconter la genèse de comment une famille développe une compagnie dans ce genre-là, je veux que tu me ramènes un peu dans le temps, au moment... Hey, on a identifié un problème. Genre, il y a quelque chose on pense qu'on peut régler avec la tech ou whatever. Comment, ça a été quoi le départ? Ouais, puis je suis content que tu poses cette question-là parce que dans notre cas, nous, on n'est pas parti d'un besoin. On est parti d'une technologie. Puis encore là, la techno était même pas créée, c'était une idée. Okay. Puis ce qu'il faut dire, c'est que j'ai parti la compagnie avec Patrick, qui se trouve être mon père. Lui, c'était un professeur à l'Université Laval en vision numérique. Il était dans le domaine du génie informatique, au bac, à la maîtrise, puis au doctorat. Et il a une expertise dans les scanners. Fait que quand moi, l'histoire remonte même quand j'avais 2 ans, lui, il commençait à travailler sur une technologie de scan qui est aujourd'hui connue sous le nom du ND-Scan chez une compagnie qui s'appelle Créaform à Lévis. Ouais. C'est un des premiers inventeurs technologiques là-bas. Malade. Puis ce scanner-là, eux, ce qu'ils faisaient, en fait, c'est qu'ils numérisaient la géométrie des objets. Okay. Puis lui, ce qu'il s'est dit, c'est, hey, un moment donné, il va avoir un scanner qui va exister dans le monde qui va permettre de numériser des textures. Puis c'est resté une idée qui était comme ça, lancée dans l'univers. Okay. Puis, ben moi, c'était mon père, fait que j'entendais ce concept-là à travers les années. Ouais. Puis, il faut dire aussi qu'un de mes rêves, c'était de partir une entreprise avec lui.
depuis que j'étais au secondaire même. Fait que un moment donné, je lui ai dit, hey, Pa, on va lancer une entreprise ensemble. Puis moi, j'y crois à cette idée-là. Fait que on va le développer, ce scanner-là. Fait que ça, c'est pour expliquer un peu qui Patrick est. De mon côté, moi, j'ai toujours baigné dans l'entrepreneuriat quand même depuis un jeune âge. J'ai fait d'autres entreprises avant. J'avais une entreprise dans le domaine culinaire. C'était une plateforme web pour l'aiguisage de couteaux de cuisine. On distribuait l'aiguisage de couteaux de cuisine. Je savais pas ça. Ouais, à l'âge de, je pense, j'avais 14-15 ans. Puis ça s'est quand même développé parce qu'il y a un besoin que les gens ils veulent pouvoir avoir des couteaux qui sont bien aiguisés. Mais c'est les aiguiseurs qui font juste ça pour les restaurants. Fait qu'on réunissait les aiguiseurs, en fait, là, qui venaient chez les gens à travers le web. Puis, on était rendu, c'est ça, avec une plateforme, un camion qui se promenait. On était rendu chez Métro aussi. On avait une équipe. Puis, ça, c'était fin secondaire, cégep. Fait que... ado, man. Ouais, puis ça m'a introduit un peu à ces bases-là de la vente aussi, l'entrepreneuriat. Puis après ça, ben il y a eu, on a lancé une agence de programmation web. Quand j'étais à l'université, on a créé une équipe. On a des employés. J'habitais encore chez mes parents. Là, il y avait des employés qui venaient dans le sous-sol de chez mes parents. Puis moi, je m'occupais de la commercialisation, tout ce qui est les ventes, là, puis développer la compagnie. Mais tu sais, je vais double-cliquer sur une partie qui est genre la relation avec ton dad. Genre, c'est pas, je veux dire, tu sembles avoir une belle et saine relation, puis je suis content pour toi, mais c'est vraiment pas tout le monde qui a genre une relation aussi, je sais pas, positive ou constructive au point de dire, je vais me lancer en affaires avec un de mes parents, genre. Fait que mettons dans ces business-là d'aiguisage de couteaux ou genre l'agence web, t'avais-tu un peu de pairing puis de collaboration avec ton père qui était comme, ouais, OK, on fit bien ensemble comme co-founders ou... Tu sais, on habitait, c'est sûr, dans la même maison. Ouais, fait que moi, ça. j'y racontais c'est quoi qui se passait dans la journée, puis il me donnait des conseils aussi. Mais lui, il vient pas nécessairement du monde des affaires. Il vient il a été dans les laboratoires à l'université. Sauf que c'est quelqu'un de brillant. Il me donnait son avis. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on apprenait déjà là à un peu travailler ensemble indirectement. Puis lui, après ça, ben il me voyait aller, puis il se dit OK, il est capable de vendre, là, ça fonctionne. Là, il y a des, il y a des clients, puis ça se développe pas mal. Là, fait que. Mais Phil, une genre de, tu sais, en startups là, il y a genre la sagesse commune, là, les conseils qu'on entend tout le temps. Là, puis un des conseils qu'on entend tout le temps, c'est tombe pas en amour avec une solution, tombe en amour avec un problème. Essaye pas de trouver un problème pour matcher la solution qui te fait triper. Puis j'ai comme l'impression que vous êtes un peu allé à l'encontre de ce conseil classique-là, que t'étais comme en mode, hey, on va inventer une technologie ou utiliser une technologie, puis essayer de trouver un problème pour régler ça. Comment ça s'est passé? Genre, je suis quand même curieux d'avoir ce bout-là. Ouais, fait que exact. Fait qu'après ça, ben moi, quand j'ai terminé l'université, j'ai dit on arrête de faire les sites web, puis on va débuter Lightbeans. Fait qu'après mon dernier examen, la semaine d'après, on intégrait nos locaux, nos premiers locaux chez Lightbeans, puis on commençait à développer ce scanner-là. OK. Puis pour développer le scanner, ça allait prendre 3 ans. Okay? Puis on n'avait aucun revenu, on est parti de zéro. Puis une des choses que j'ai dites à Patrick, c'est, j'ai dit, hey, Pa, tu vas pas mettre une scène de plus que moi dans la compagnie, on part ça ensemble. Fait qu'on a commencé à développer le scanner, puis là, ça prenait des clients, tu sais, des gens qui allaient être intéressés par ça. Puis ça prenait aussi des ingénieurs pour développer ça. Là. Ça allait pas juste être Patrick qui allait mettre ça en place. Puis moi, mon travail, c'était de trouver, c'est ça, là, une demande là, des clients, des gens qui allaient être intéressés. Donc, on part ça, puis rapidement, moi, je me mets à aller parler à des gens dans le meuble, des gens dans les vêtements, des gens dans les matériaux, puis même juste dans les meubles, il y a plein de catégories de meubles différentes. C'était littéralement la chasse au problème. Tu avais une solution, puis tu allais essayer de trouver des clients. Ouais. Okay, je les appelais, puis je dis, écoutez, nous, on va créer un scanner, puis notre but, c'est de mieux voir les objets en ligne, puis on sait qu'un jour, les textures, on va pouvoir mieux les visualiser. Puis il y en a qui me regardaient un peu avec un drôle d'air, puis il y en a que c'était intéressant. Sure. Puis l'histoire continue comme ça. Tu sais, éventuellement, ben, on développe toutes sortes de démos, même gratuitement pour des industries. Puis là, le compte de banque, à un moment donné, il diminue, tu sais.
Au début, tu as des subventions, t'as des choses. On avait mis chacun, moi j'avais mis des économies là-dedans, une partie de. Fait que c'était pas de financement, là, c'était genre... Aucun financement externe. C'était Patrick et moi, puis à part égale, on fait ça. Puis là, maintenant, le compte de banque diminue, puis il va falloir qu'on fasse la prochaine paye. Fait que là, il me regarde puis il me dit « Hey Phil, il dit, c'est sûr que tu veux faire ça encore, tu sais? » Puis je dis « Oui, on y va. » Puis on s'en va à la banque, puis je me rappelle comme c'était hier, on fait le transfert. Puis on met les économies dans le compte de banque. Vous avez put-in encore, dans le fond. Ouais, on faisait un deuxième chip-in. Puis là, ça repartait. Puis on était rendu pour une deuxième round de développement. Puis là plus tu fais ça, plus tu deviens créatif. Puis il faut que tu ailles trouver des solutions. Puis à un moment donné, je m'en vais à un événement. Ça, c'était l'été 2018, à un événement qui s'appelle la GIC, qui est le réseau Action TI, je pense. OK. Et il y a une conférence dans une grande pièce d'à peu près 300 personnes. Je m'en vais à la première rangée. C'est la conférence de Meubles South Shore. Puis là, il y a un monsieur qui vient s'asseoir à côté de moi. OK? Puis ce que j'ai pas dit, c'est que je savais que fallait que je parle à un monsieur qui s'appelle Paul, qui se trouve être aujourd'hui notre premier client. C'est le PDG de Ceratec. Et il y a quelqu'un dans ma famille qui me dit « Il faut que tu parles à ce monsieur-là », mais je n'avais aucune idée c'était qui. Fait que bref, je suis assis à la première rangée, j'écoute la conférence. La conférence finit, un monsieur se lève puis il s'en va. Moi, je me lève, je m'en vais. Après, je m'en vais dîner, je reviens à la deuxième conférence l'après-midi, puis c'est la conférence de Peter Simons. Puis là, le même monsieur vient s'asseoir à côté de moi. Okay. Puis là, je me dis, c'est qui lui? Puis je me retourne, puis je regarde sur son badge, puis je vois Paul Reich, PDG de Ceratec. Là, je dis, mon Dieu, c'est lui qu'il faut que je parle. Tu sais, ça fait une couple de semaines que je dois lui parler. C'est quoi les odds? Donc, à la fin de la conférence, je dis, monsieur, il faut que je vous parle. Puis là, il se retourne un peu d'un drôle d'air, puis je lui explique, je lui dis, nous, on est en train de créer un scanner pour les céramiques, puis notre but, c'est de mieux les voir en ligne. Fait qu'il me regarde, puis lui, c'est un anglophone, fait qu'il dit « go on », comme ça. Puis on commence à parler, puis pourquoi je dis ça, c'est que c'était un peu à ce moment-là que j'ai vu le déclic, puis il était vraiment intéressé par ce qu'on bâtissait. Puis je lui ai dit, ben écoutez, je vais venir vous voir à votre succursale, puis je vais vous expliquer notre projet. Puis à travers les semaines, on a eu plusieurs rencontres. Il est venu même avec son équipe de direction. On lui a montré le plan où on se dirigeait. Et c'est ça. Fait que là, on était rendu l'automne. Puis, année, on n'avait toujours pas de contrat. On n'avait rien trouvé. Je retournais à la banque. Mon père, il disait, hey, t'es sûr que tu vas encore faire ça? Fait que là, j'écris à Paul. Je dis, Paul, il faut qu'on se rencontre là, pour savoir est-ce qu'on fait ça ou non. Là, parce que moi, sinon, ça allait être un flop, Light Beans, là, à ce moment-là. Fait que il dit Philippe, il dit viens me voir à mon bureau. Fait que là, ça augurait pas très bien là, comment qu'il disait, mais je suis allé à son bureau. Puis il ferme la porte, puis il me dit tu sais Philippe, il dit ça a été une année pas si évidente que ça. Puis là, je suis en train de me dire, ça, c'est ça, là, c'est pas ce que je veux entendre, c'est pas ce que mon équipe veut entendre, puis j'ai pas le goût de retourner voir mon équipe pour dire, hey, les gars, ça se passera pas. Fait qu'il me dit, on va attendre peut-être une année de plus, puis tu viendras me voir l'année prochaine. Puis à ce moment-là, OK, je l'ai regardé dans les yeux, puis j'ai dit, Paul, je pars pas d'ici tant aussi longtemps que j'ai pas un deal avec toi. Puis, je suis resté parké sa chaise. Puis là, ben, on s'est regardé il y a eu un moment de silence, puis il me regarde dans les yeux, puis il me dit, il dit, come into my CFO's office. Fait qu'on s'est levé, puis on s'est dirigé là, puis on a commencé à négocier le contrat, puis c'était quand même une grosse entente. Donc,
Ça l'a pris 2 semaines à négocier ça. Il y a eu du back and forth. Il y a eu aussi mon cousin que je vais parler, Antoine, qui s'est joint à l'entreprise quelques mois après, là, après le départ. Puis c'était un peu comme au Dragon, on était dans la salle de conférence avec leur équipe de direction, puis on sortait de la salle de conférence des fois parce qu'il fallait qu'on se consulte, fait qu'on allait dans l'escalier, puis on disait, je disais à Antoine, est-ce qu'on peut faire ça ou non? Puis on revenait, puis finalement, on s'est entendu pour un contrat, puis on avait 1 an et demi de vie. Donc, ça a été la nouvelle qui était grandiose pour nous à ce moment-là parce que, tu sais, on pouvait continuer de développer notre scanner. Et on n'avait pas juste une lettre d'intention, on avait un chèque, puis on pouvait le déposer dans le compte de banque, puis rouler avec ça. Je parlais d'Antoine, pour l'histoire, là, c'est comme ça qu'elle a commencé, mais Antoine s'est joint à nous, c'est mon cousin. Fait que quand on parle de partir une entreprise en famille, c'est vraiment le cas pour nous. Antoine, il vient de Montréal. Lui, il était en investment banking. Il travaillait 90 heures semaine. C'est vrai, il faisait ça, il me l'avait dit. Je pense chez Bob ou je sais plus trop. Ouais, c'est ça. Fait que là, il est devenu tanné de ça. Puis il nous voyait aller, il nous voyait démarrer la compagnie. Il disait, ça a l'air cool. Puis je pense qu'il y a vraiment un potentiel. Puis je crois en votre équipe aussi. Fait qu'il a décidé de quitter Montréal, puis quitter son cercle là, au day-to-day, puis venir à Québec. Puis à ce moment-là, moi, j'habitais encore chez mes parents. Puis lui, ben tu sais, on commençait, là, on n'avait pas, tu sais, on n'était pas dans des appartements ou ailleurs. Fait qu'on habitait tous dans la même maison. Fait que ça, c'était un autre méchant défi. On va le couvrir plus tard dans le podcast, là, mais ça a été nos débuts. Puis, ouais, c'est ça. Antoine, je me demandais d'ailleurs quand est-ce que le cousin débarquait dans le décor, là, parce que justement, je le connais bien, là, les deux font partie de la communauté. Lui, pourquoi, mettons, c'est plus tard qu'il est arrivé? C'est-tu juste qu'au moment où vous avez starté ça, lui, il était investment banking, il était set, il voulait essayer ça, mais mettons, l'espèce de camaraderie ou de collaboration entrepreneuriale, elle avait-tu déjà été là dans le passé avec ton cousin ou ça, c'était comme plus un nouveau truc dans ta vie, genre? Ouais, puis en fait, t'as raison, plus j'y pense, ça se passait même avant qu'on débute, qu'on démarre la compagnie. Tu sais, on parlait d'entrepreneuriat quand on se voyait, tu sais, dans les soupers de Noël aux fêtes, par exemple. Puis, tu sais, Patrick, lui, il était professeur à l'Université Laval, mais après, il a intégré la compagnie Créaforme. Fait qu'il y avait un petit peu d'entrepreneuriat aussi qui s'était passé. Puis Antoine, il était vraiment intéressé aussi par son histoire. Fait qu'on en jasait beaucoup, puis à force d'en jaser, on voyait qu'on avait les mêmes intérêts, puis c'était naturel. Fait que ça s'est fait sur une couple d'années, même avant qu'on démarre Lightbeams. Je trouve ça quand même insane, man, parce que, tu sais, les odds que tes co-founders, les deux, soient dans ta famille, genre, mettons, tu checkes toutes les startups qu'on a interviewées, mettons, ça se passe, il n'y en a pas, là, genre, que c'est autant que ça, c'est vraiment beau, je trouve. Mais je veux reculer un tout petit peu, puis creuser sur une partie de l'histoire que tu viens de nous conter si efficacement. Quand t'es dans le bureau du dude, Paul, qui est ton premier gros client, puis que tu dis genre, hey, je me parque sa chaise puis je bouge pas tant qu'on n'a pas un deal, on dirait que moi, ça m'impressionne, quasiment ça m'intimide. Je me dis, Chris, t'as même pas 30 ans encore là, le fil. Fait que genre, à cette époque-là, tu devais genre être encore, tu sais, un peu un petit cul. J'avais 22 ans. Là. Bon, c'est ça. Fait que t'es un jeune quand même. Fait que je me dis, Chris, ça venait de où, cette confiance-là, man? Puis c'était genre de certitude-là que t'es capable de t'asseoir en avant d'un homme d'affaires expérimenté puis de dire non, man, tu sais, je pars pas sans dire. On dirait que ça mind blow, genre. Fait que... Ouais, je dirais qu'il y a 2 éléments. Le premier, c'est que dans les autres entreprises que j'avais fait, j'ai fait beaucoup d'appels, des cold calls. Tu sais, j'en faisais à coût de 50 à 90 par jour pour aller chercher de la clientèle. Puis au début, dans l'entreprise de distribution d'aiguisage de couteaux de cuisine, j'ai fait plein de porte-à-porte. Fait que je me suis fait dire non des nombreuses et des nombreuses fois. Puis même encore aujourd'hui, je me fais dire non. Sauf qu'un moment donné, t'en fais tellement que ça te dérange plus pantoute de te faire dire non. Fait que ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, moi, je dis souvent ça, c'est que tout le monde a un seuil. Puis, éventuellement, quand tu atteins ton seuil, il y a comme une force qui se crée ou qui arrive en toi, puis que t'as plus le choix d'aller vers l'avant. Puis, à ce moment-là, quand moi, je me faisais dire dans le bureau de Paul, qui est le PDG de Ceratec, bien, ça marchera pas, Philippe. Je me voyais tout simplement pas revenir à Lightbeams puis annoncer à mon équipe que ça allait être fini. C'était juste pas une option. Puis, j'avais atteint mon seuil, puis j'ai dit « No way ».
il y a juste une façon que ça marche, puis on va trouver une solution pour qu'on ait un contrat ensemble. C'est insane, man. C'est vraiment insane. All right, folks. Un petit shout-out aux chiffres partenaires certifiés SaaSpass. Le chiffre, c'est le bras droit de l'entrepreneur tech. Ils ont accompagné des SaaS bootstrapped, financés, et même plusieurs qui ont exit. Fiscalité, prévision financière, planification, name it, sont là pour alléger ta charge mentale puis t'aider à prendre des meilleures décisions. Moi, je suis client, autant perso qu'avec mes 2 business, puis je suis plus que satisfait. Même chose pour plein de founders qui sont venus sur le pod. Check them out sur saaspass.com/partenaire avec un S. L'épisode 146 avec Thomas-Louis Lafleur, leur co-founder, c'est un incontournable. OK? De retour au pod. Puis, fait que ça vous a basically, ce gros premier contrat-là vous a donné du runway pendant roughly 1 an et demi, t'as dit, mettons? Oui, exact. Puis, c'est avant de signer ce contrat-là qu'Antoine, le cousin, arrive dans place. Je suis quand même curieux de savoir, c'est quoi la complémentarité, mettons, entre toi et Antoine? Qu'est-ce que lui amenait sur la table que toi et ou Patrick, ton père, avaient pas déjà, mettons? Fait que dans le fond, c'est que pour ça, il faut que je réponde bien à ce que Patrick fait, puis à ce que moi je fais. Man. Donc, Patrick, lui, il s'occupe de toute la recherche et développement. Fait que le scanner, c'est lui qui développe ça avec son équipe R&D là, chez Lightbeans. Je t'interromps, man. Scanner, là. Parce que moi, man, ma référence de scanner, puis je veux que le monde ait une bonne image qui écoute ça ou qui regarde ça. C'est une affaire que tu mets une feuille, puis c'est gros de même, là. Mais genre, toi, c'est. Puis, mais tu m'avais comme dit, faut que tu viennes au bureau, Frank, là, puis j'ai choqué la dernière fois, fait, je m'excuse, mais genre, c'est gros comment? Genre, c'est-tu gros comme la table, man, pour scanner des textures de matériaux de construction? Genre, peins-moi une image, genre. C'est plus gros que la table, ça n'a aucun rapport avec un scanner de feuilles. Mais pour ceux qui écoutent, là, ça ressemble un peu comme un scanner à l'aéroport quand tu mets tes bagages, là, puis tu vas penser à la sécurité. Okay, fait que c'est gros comme ça, c'est quand même d'une bonne taille. Puis il faut se dire qu'on rentre des matériaux là-dedans. Okay? Fait que c'est pas des petits objets, là. On va parler des grandes planches qui peuvent être 8 pieds, 9 pieds de long. Mettons du bois ou de la céramique. Du bois, de la céramique, de la maçonnerie, du textile, de la pierre, des comptoirs, toutes sortes de matériaux qu'on va venir numériser avec la techno. Fait qu'il faut que ça soit quand même d'une bonne taille, là. OK, c'est bon. Parfait. Ben là, on a une meilleure image en tête. Ouais. Puis tu peux continuer. Tu étais en train d'expliquer ce que Patrick faisait plus avec le scanner. Oui, exact. Fait que lui, il s'occupe de ça. Moi, je m'occupe de tout le développement de la compagnie, de la vision, c'est où qu'on s'en va, d'aller chercher les clients. Je suis pas seul non plus maintenant, aujourd'hui, pour aller chercher les clients. J'ai toute une équipe qui m'accompagne. Mais Antoine, c'est le lien entre Patrick, mon père, et moi, là. Fait que c'est lui qui s'occupe des opérations. Okay. Les opérations, pour nous, à Lightbeans, ce que ça veut dire, c'est la production. Il y a une équipe de production. Les rendus 3D, ça, c'est des images photoréalistes qu'on va créer. Les scans, les échantillons numériques. Il y a toute une équipe. Il y a des équipes qui font ça. Et il y a aussi le développement logiciel. Ça fait partie, nous, de nos opérations. Fait que lui, c'est même pas un développeur de formation, mais c'est lui qui s'occupe de leader nos développeurs. Fait que quand on a une idée, puis la R&D se développe, le scanner se développe, faut aller commercialiser ça. Ben lui, il s'assure qu'il connecte les deux bouts. Ça, y a-tu un profil intégrateur un peu qu'on dit souvent, là, genre, tu sais, t'en as qui ont un profil visionnaire, puis d'autres plus genre, OK, mais on va la rendre concrète, puis la faire exister, cette vision-là, l'opérationnaliser. Y a-tu un peu ça, lui, mettons? Ouais, c'est une de ses très grandes forces, là. Okay. Lui, il rend ça concret, puis quand il dit quelque chose, Antoine, ça va se faire. Tu sais, c'est pas finalement c'est trop difficile ou ça marchera pas. Si on fait quelque chose, c'est sûr qu'on va le faire. Fait que ça, c'est une de ses grandes forces. Puis là, mettons, il y a du monde qui écoute puis qui se demande genre, OK, c'est bien cool sur papier ou en titre de podcast, Building Business de Tech en famille, mais genre, la famille, comme n'importe qui, des fois, ça chicane, des fois, il peut peut-être avoir des irritants. Oh oui. Whatever. Fait que je me demande, genre, si, mettons, t'es relativement honnête, genre, à ce niveau-là, y a-tu des avantages que tu as vus de travailler, mettons, avec ton pops puis ton cousin, puis des désavantages, des fois aussi, qui ont popé, genre? L'avantage, le plus gros avantage que je vois, c'est que tu as une confiance absolue. Fait que tu sais que tu te feras pas avoir, il y a juste une confiance à 100%. Puis on se connaît, je veux dire, je les connais, moi, depuis que je suis né, là, les deux, là. Ouais. Fait que ça, c'est un. C'est beau, mais je pense c'est beau, mais je veux juste pas dire. C'est pas universel. C'est spécifique à votre famille. J'ai entendu des histoires de famille dans d'autres business que c'est comme. Bon, ouais, même si on était frères et sœurs, on s'est crissé des coups
couteau dans le dos. Mais vous autres, vous avez ça, puis c'est hot. Okay? Dans notre cas, ça fonctionne. Je dis pas que c'est des fleurs tout le temps. Okay? Ouais. On est tous des personnalités quand même avec un caractère fort à notre façon. Puis quand que tu sais, il y a quelque chose à débattre, ça débat fort. Puis nous, par contre, quand ça débat, ben après, c'est terminé et puis on passe au prochain dossier. Fait qu'on sait qu'on fonctionne comme ça. Mais dans notre cas, puis tu as raison de le dire, là, c'est peut-être pas malheureusement comme ça pour tout le monde, sauf que nous, ça fonctionne bien. Puis on a les mêmes valeurs à cause qu'on est une même famille, fait que c'est plus facile de prendre des décisions ensemble. Ça, c'est le bon point aussi. Par contre, quand ça va moins bien, on en a eu beaucoup des moments qui n'ont pas été évidents. Tu sais, je te parlais d'aller à la caisse là, des jardins puis faire des transferts ou name it, il y en a plein, là. Mais ça, c'est plus difficile. Quand tu as des bons coups, là, ça, c'est le fun de les célébrer en famille. Là. C'est vraiment nice. Puis êtes-vous capable, parce que là, il y a eu une époque où, genre, vous étiez tous dans... Quand Antoine, il était venu à Québec, quand toi, t'étais encore chez ton père, vous étiez comme tous dans la même place, là. Fait que là, vous viviez tous dans la même maison, c'est ça que je voulais dire. Fait que là, vous deviez parler de la business tout le temps, mais mettons, genre, aujourd'hui, quand vous soupez en famille ou whatever, êtes-vous capable de, genre, déconnecter ou c'est comme pas mal tout le temps, always on, genre? Ouais, là, aujourd'hui, on a appris, mais au début, on était des rookies, là, de ça, là, au sens que on parlait tout le temps de Light Beans, tout le temps des affaires. Je pense que ma mère puis ma sœur étaient tannées, là, puis je repense à ça, je dis pauvre. Ils nous ont enduré, puis on parlait de ça sans arrêt, parce que c'était un peu en mode survie, tu sais, tu penses juste à ça. Mais aujourd'hui, tu sais, dans les soupers de famille, des fois, c'est vraiment tentant d'en parler, mais on trace une ligne, là. Puis dès que ça arrive, on dit « Ah non, moi, ça me tente pas d'en parler. » Puis on s'en parle demain matin, on a un meeting pour ça. Puis vous avez une discipline, c'est hot quand même. Fait que là, ça fait 7 ans que tu m'as dit, c'est ça? Ça fait 7 ans que le projet a débuté. OK. Fait que là, on va faire un genre de saut dans le temps à aujourd'hui, mettons 7 ans plus tard, à partir de la genèse. Je veux que tu me dises qu'est-ce qui a tenu le coup puis qui est pas mal pareil qu'au début, côté produit, puis qu'est-ce qui a côté produit et côté cofondateur. Genre, qui fait quoi, les responsabilités, tout ça. Puis s'il y a des affaires qui sont drastiquement différentes aujourd'hui, pour avoir un contraste de comment ça a bougé. Ce qui a tenu le coup, c'est nos champs, nos expertises là, dans quoi nous, on opère. Ouais, c'est-à-dire que Patrick s'occupe de la R&D, Antoine s'occupe des opérations, je m'occupe de la commercialisation puis toute la vision d'entreprise. C'est bon. Donc, ça a toujours été le cas, puis on a toujours bien dansé comme ça, entre guillemets. Très cool. Ce qui a évolué, parce qu'il faut dire que, en fait, tu sais, Light Beans aujourd'hui, là, jamais on aurait pensé que ça aurait été ça quand on l'a démarré. Là. C'était purement physique au début. C'était le scanner. C'était le scanner. Puis après ça, ben tu sais, nous, les scans, une fois que c'était fait, là, on installait ça sur les sites web de nos clients manufacturiers. Ah, OK, c'est bon. Puis c'était tellement nouveau que les manufacturiers, ben ils savaient pas nécessairement comment le commercialiser eux non plus ou l'annoncer. Fait que rapidement, on s'est rendu compte que, hey, on est exposé à ce risque-là. Mm-hmm. Si ça fonctionne pas, puis ils ont juste un téléchargement ou quelques vues, ben Light Beans, ça marchera pas. Fait qu'il y a 4 ans, moi, j'ai pris la décision de centraliser aussi tous nos scans, puis qu'on devienne une plateforme, un peu comme un hub de matériaux numériques. Et on installait quand même, puis même à ce jour, on installe l'outil sur les sites des clients, puis ça fonctionne très bien. Ils ont un beau trafic avec ça. Mais on s'est dit, ça sera pas assez. Il faut qu'on les aide, nos clients, à avoir du succès, puis qu'on centralise aussi tous les scans qu'on fait, les milliers de matériaux qu'on numérise. On va les mettre sur lightbeans.com. Mais ça, dude, je suis en train de checker, mettons, ton background, je sais, même le background d'Antoine, même le background à Patrick, genre, il n'y a aucun de vous trois, à ce moment-là, qui avait de l'expérience en SaaS ou en produits numériques nécessairement. Tout avait taponné dans le web avec ton agence puis tout ça, mais genre, vous aviez intégré des textures ou des files sur les sites de vos clients, mais c'est un monde de différence de créer une app, là, votre app. Genre. Fait que ça a-tu été tough comme culturellement? Vous êtes-vous dit, OK, là, c'est le temps de raiser du funding ou vous avez fait fuck up? Parle-moi de ce moment-là, ça m'intéresse vraiment. Ouais, on connaissait rien de ça, dans le fond. Ouais. C'est, tu sais, le web,
on connaissait pas ça, vraiment. Tu sais, à part créer des sites web, mais je veux dire, aujourd'hui, la complexité de ce qu'on fait, ça n'a plus de lien avec c'est des années-lumière. l'agence que j'avais avant. Même chose dans les rendus 3D. Il y a personne qui a... Tu sais, on doit développer des rendus 3D aujourd'hui, puis il y a personne qui était artiste 3D. Tu sais, notre expertise était vraiment dans la recherche et développement d'un scanner, mais aujourd'hui, c'est bien plus que juste un scanner. OK. Fait que c'est le fait que, justement, on a voulu explorer, puis on a tout appris, puis on prétendait pas qu'on était les meilleurs, qui nous a vraiment aidés. OK. Puis on est devenu, de façon humble, je dirais, je pense très bon dans ces... on a développé une expertise dans ces champs-là. Puis c'est ça, c'est ce qui a fait que Lightbeans est ce que c'est aujourd'hui, là. T'as-tu trouvé ça tough de faire tes premières embauches, mettons, de dev web ou des devs pour faire de l'applicatif? Comment t'as fait ça? Ouais, c'était pas évident. On comprenait pas au début, tu sais, comment ça fonctionnait. Fait que, tu sais, on pouvait s'en faire passer, mais on a appris aussi le développement web, là, puis savoir comment mettre une application en ligne, puis aussi gérer des développeurs, là. Ça n'a pas été un parcours qui était évident, là. Puis aujourd'hui, mettons qu'on check la composition de ton staff à l'interne, il y a combien de monde qui sont plus comme R&D, hard tech avec le scanner, les textures? Combien de monde qui sont plus produits, marketplace, l'expérience web? Puis combien de monde qui sont plus peut-être commercial, genre, roughly, là? Ouais. Sur une vingtaine de personnes, tu sais, c'est à peu près un tiers au niveau de la commercialisation, puis de la R&D, puis ensuite de la production. OK. À peu près ça. Puis là, mettons qu'on creuse sur le problème un petit peu, le genre que le problème que tu savais même pas qu'il existait au début, tu l'as comme trouvé en allant pitcher ton gospel de scanner à droite à gauche. Le monde, comment il faisait pour montrer, vendre, exciter leurs clients avec des textures ou des matériaux? C'était-tu juste aussi simple qu'un showroom, mettons, ou des échantillons dans un showroom? Comment qu'ils réglaient le problème, les manufacturiers, mettons? Tu parles aussi du pain de l'industrie, là? Ouais, exact. Le défi qu'ils avaient, là. Exact. Parce que, dans le fond, tu sais, ce qui est pas évident dans l'industrie présentement, puis les dernières années, c'est que c'est très difficile de visualiser un matériau, à quoi ça va ressembler une fois que ton projet il est bâti, il est construit. Même dans une rénovation, ça s'applique aussi. C'est vrai. Ouais. Tu sais, la façon de régler ça, comment que ça se joue aujourd'hui, c'est que tu vas chez un détaillant, par exemple, ou tu peux aller en ligne, tu vas commander un échantillon, mais les échantillons sont petits format. Donc, quand tu regardes un échantillon de plancher de bois, par exemple, ben tu te dis, ouais, OK, je comprends peut-être la couleur un petit peu, puis encore là, c'est encore drôle. Mais ça va ressembler à quoi dans ma grande pièce? Ouais. Puis, est-ce que ça va être la bonne couleur? Une fois que c'est posé, est-ce que je vais aimer ça? Ça, c'est ce qui stresse le plus de monde, en fait. Fait que ça, c'est le plus gros défi, je dirais, de l'industrie. Puis où est-ce que ça se transpose? C'est pas juste du point de vue du consommateur, c'est aussi du point de vue de l'architecte et du designer, parce qu'eux, ils ont les clients consommateurs. Ils doivent leur communiquer leur vision, puis ils doivent développer des visuels pour les aider. Les manufacturiers, eux, ben, quand ils lancent des nouveaux produits au marché, ils doivent développer du contenu visuel pour montrer à quoi ça va ressembler. Fait qu'ils développent des room scenes, c'est-à-dire des scènes, un salon, des... Comme au Ikea, là. Ouais, comme au Ikea, des salles de bain, un peu comme des showrooms typiques pour essayer que les gens puissent s'inspirer, visualiser le plus de contenu possible, puis dire hey, « ça, j'aime ça, puis là, je comprends un peu mieux à quoi ça ressemblerait. » Mais ça scale zéro. Ouais. C'est pas personnalisé pantoute. Exactement. C'est le plus gros défi. Puis ça reste que c'est pas fini, c'est pas réglé complètement, mais ça, c'est ce que nous, on tente de régler, là. Puis, OK. Fait que dans le fond, est-ce que vous, la partie physique de tout ça, là, ça, je suis dans un showroom, je touche et il y a des objets, je m'imagine vivre là-dedans, whatever, ou j'ai un petit échantillon, je le mets sur mon plancher chez nous. Est-ce que Lightbeans élimine complètement le besoin de ça, ou c'est plus une étape qui facilite après ça, tu sais, genre positionnement versus la solution traditionnelle, mettons? L'échantillon physique va toujours demeurer, selon nous. Par contre, l'avantage du numérique, c'est d'aider dans le pré-magasinage. Donc, à place de choisir des matériaux, choisir plein d'échantillons puis de les commander chez toi,
tu sais, c'est quand même demandant. Là. Il y a des camions qui se déplacent à travers le pays, l'Amérique du Nord, pour t'envoyer des échantillons pour que tu prennes une décision. Puis si tu n'aimes pas ça, ben tu vas juste le mettre aux poubelles ou tu vas essayer de le retourner, mais il y a beaucoup de gaspillage. Fait que si tu peux voir des échantillons en ligne de très bonne qualité, puis faire ta présélection à ce moment-là, puis te dire, hey, écoute, lui, je l'aime pas, celui-là, je l'aime pas non plus, fais juste m'envoyer cet échantillon-là. En vrai, je vais pouvoir valider puis y toucher. Ben là, ça, c'est intéressant. Fait que le pré-magasinage en ligne, c'est le mot-clé. Puis le numérique va permettre de faire ça. C'est vraiment d'aider à choisir les matériaux plus rapidement. Puis en même temps, ben, tu sais, quand tu choisis tes matériaux, tu n'as pas le goût d'aller voir 3-4 détaillants un samedi, un dimanche, puis de faire ça de ta fin de semaine. Là, puis ta palette de choix comme consommateur ou comme rep du consommateur, l'architecte designer est méga plus grosse parce que justement sur une plateforme comme la tienne, tu peux accueillir différents fournisseurs, différents manufacturiers, puis là, tu as l'embarras du choix, mettons. Fait que, OK, je comprends un peu mieux ça. L'affaire que je comprends pas, c'est, mettons, le niveau digitalisation de l'industrie un peu plus des manufacturiers. Avant votre cool innovateur scanner, il doit bien y avoir du monde qui avait essayé de régler ce problème-là ou, tu sais, c'était quoi? Le monde essayait de prendre des photos super high quality? Y a-tu d'autres mondes qui avaient essayé de builder un scanner? Genre, t'as-tu vu des efforts de digitalisation dans l'industrie aussi ou pas tant, genre? Ouais, c'est une industrie que ça l'a pris un peu plus de temps avant de commencer à être digitalisée. OK. Ce qu'on observe depuis les dernières années, c'est l'arrivée de la réalité augmentée. Donc, tu sais, pour ceux qui nous écoutent, peut-être qu'il y en a qui ont vu ça, mais tu peux prendre une photo de ton salon ou d'une pièce. Puis, ce que ça va venir faire, c'est segmenter la pièce puis venir mettre un plancher, là, puis tu vas pouvoir visualiser le plancher puis même changer de couleur. Fait que ça, c'est des outils qui sont vraiment intéressants d'un point de vue rénovation parce qu'il faut que tu prennes une photo de quelque chose qui existe. Mais souvent, les projets, ils n'existent pas encore, les nouvelles constructions. Fait que ça, c'est plus difficile. OK, ouais. Mais la réalité augmentée, c'est un bel outil. Sinon, tu as les rendus 3D. Il y a des agences de rendus 3D au Québec, dans le monde, qui font ça depuis même plus longtemps qu'avant que nous, on existe. Ouais. On ne prétend pas avoir inventé la 3D du tout. Là, c'est pas ça. Nous, en fait, on se spécialise dans le photoréalisme parce qu'on pense que il faut que ça soit précis puis on veut que tu le visualises vraiment bien. OK. Tu dis que ça s'est pas nécessairement rapidement digitalisé comme industrie, ne serait-ce que parce que ça fonctionnait sûrement, genre ça fonctionnait pas parfaitement, mais le magasinage, genre les échantillons physiques, tout ça, les showrooms, ça fonctionnait. Puis c'est comme une industrie qui vivait beaucoup dans les atomes, tu sais, dans le monde physique. Fait qu'ils ont peut-être pas senti la pression de genre se numériser aussi vite que d'autres. Aujourd'hui, mettons, y a-tu de la réticence encore à genre aller online, à genre numériser toutes tes textures, à même peut-être genre à joindre un marketplace, qu'il y a des compétiteurs qui sont sur le marketplace, genre, tu vois-tu la genre de résistance à la tech dans le côté manufacturier de tes clients, genre, ou pas tant? Beaucoup moins qu'avant. Okay. Nous, ce qu'il faut dire, c'est qu'au début de Lightbeans, on était perçu comme un nice to have. Puis ça, là, c'est pas le fun, être perçu comme un nice to have parce que t'as pas encore le product market fit. Puis là, il faut que tu le trouves. Moi, je vois ça comme un curseur un peu. Là, c'est que tranquillement, pas vite, tu vas déplacer le curseur vers le product market fit. Ouais. Puis au début, c'est ça, c'était pas évident. Okay. Puis aujourd'hui, le produit, c'est bien plus que le scanner. Il y a tout on pourra en parler tantôt, là, mais il y a tout le développement, la distribution des textures, l'analytique. Puis ça fait une solution globale. Puis là, les clients, les manufacturiers, ils en veulent plus encore. Il y en a qui font affaire avec nous, là, puis ils sont vraiment contents, mais ils disent « Hey, Lightbeans, what's next? » Puis ça fait un effet boule de neige. Donc, pour la plateforme, quand ils voient qu'il y a un manufacturier qui se joint, ben, ils se disent « Ah, ben écoute, ce que Lightbeans était il y a 3 ans, peut-être ça a changé, puis que là, ça doit être intéressant, puis de plus en plus intéressant. » Fait qu'ils réexplorent, puis ils disent « Mon Dieu, on ne savait pas que ça a tellement évolué. » Il y en a qui nous perçoivent comme une façon, mais ils nous reparlent 3 ans plus tard, puis c'est complètement différent. Fait que là, il y a un effet boule de neige au niveau de l'adoption des manufacturiers. Puis vendre aujourd'hui, ou en fait... les manufacturiers qui se joignent à nous aujourd'hui, il y a une bien plus grande vélocité qu'on avait la première année. Là. C'est le jour et la nuit. Là.
On dirait que je comprends comment tu as rencontré le pan ou la dimension manufacturier de tes clients, comment tu les as quand même convaincus, que tu leur as montré les avantages, tout ça dans ton histoire à date. Mais la partie architecte et designer, ça, on dirait que je me dis, OK, mais ça, comment tu fais pour les convaincre et les attirer sur une plateforme de même numérique? Genre, parle-moi un peu de comment tu as amené ce monde-là. Ouais, ça s'est fait de deux façons, mais surtout organiquement. Parce que les architectes et les designers, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'eux, ils doivent créer des rendus à chaque fois qu'ils ont un projet. Puis ça, de plus en plus. C'était pas le cas nécessairement avant, mais de plus en plus, là, on parle d'au-dessus de 90% des firmes d'architecture et de design, ils doivent faire des rendus 3D, OK, pour présenter ça à leurs clients. Mais c'est pas évident de faire des rendus parce que quand ils essayent de représenter les matériaux, ça peut, s'ils n'ont pas de texture calibrée, ça peut prendre 1 heure de temps en bon québécois à gosser sur la texture ou le matériau. Fait que si tu as un fichier de texture qui est numérisé, qui est calibré, là, c'est vraiment intéressant. Fait que ça, c'est l'aspect numéro 1. L'aspect numéro 2, c'est que la texture, dans le cas de Lightbeans, est gratuite pour l'architecte et le designer. Fait que c'est sûr que là, ça l'attire beaucoup de gens. Non seulement elle est gratuite, mais spécifique à un vrai matériau du marché. Sinon, ben, il existe des banques de textures dans le monde, là. On n'est pas la seule non plus, mais c'est des textures qui sont génériques, c'est-à-dire qui appartiennent pas au vrai monde. C'est un peu pour le gaming, tu sais, quand si ton personnage il se promène dans un espace, il y a un plancher, ben tu t'en fous que ce soit le plancher d'un manufacturier X à Saint-Augustin par exemple, ou ailleurs au Canada. Ça peut être n'importe quel plancher, ou ça peut être une plante, ça peut être du gazon. Mais là, les architectes, eux, c'est bien beau ça, mais ils aimeraient ça avoir le vrai produit, là. Fait que c'est ça l'idée. Puis, mais vite de même, je me dis, t'as comme quand même expliqué des pains que les architectes avaient. Genre, ça a une valeur d'avoir accès à une banque de textures. Non seulement que tu peux magasiner, pré-magasiner, t'inspirer, mais aussi littéralement utiliser ces textures-là dans des rendus 3D que tu vas shipper à tes clients. Puis tout ça, ça a une valeur, tout ça. Fait que le gros point d'interrogation que j'ai dans ma tête, c'est pourquoi c'est gratuit pour eux autres? Ouais, c'est une bonne question. Dans le fond, c'est que nous, ce qu'on pense, en fait, c'est que, premièrement, c'est pas complètement gratuit, OK? C'est gratuit au niveau monétaire, mais pour utiliser les textures Lightbeans, il faut quand même que l'architecte puis le designer ils fournissent de l'information sur son utilisation, là, sur ses pratiques, sur le type de firme qu'il est. Okay? Fait que c'est pas complètement gratuit et c'est pas n'importe qui non plus qui va pouvoir utiliser Lightbeans. Puis ça, c'est pas quelque chose qu'on se cache, là. C'est quelque chose de très ouvert. Il est écrit sur notre site web. Oui, c'est gratuit, mais la raison pourquoi c'est gratuit pour les architectes et les designers, c'est parce que les manufacturiers payent pour faire numériser leurs produits en texture. Puis eux, ça leur permet de se faire connaître. Quand ils ont des lancements de produits, ils vont le lancer dans la communauté. Puis à l'inverse, l'architecte, lui, avant, il était habitué de payer pour des textures génériques. Il y avait un frais, mettons, $10 US par texture. Mais là, non seulement c'est gratuit, mais il peut utiliser des vrais produits. Fait que c'est comme un win-win aussi pour, dans le cas de Lightbeans, là, c'est un win pour le manufacturier, c'est un win pour l'architecte, c'est un win pour Lightbeans, mais l'architecte, c'est comme je le disais, mais il faut qu'il fournisse aussi des données, là, c'est pour que tout le monde contribue à ça. Oui, bien, cette partie-là, justement, de les architectes doivent fournir de la donnée, mettons. On dirait que ça, je comprends pas. Genre, c'est quel genre de données, puis est-ce que toi et ou les manufacturiers l'utiliser après? Ou... Explique-moi. Oui, les architectes, la première fois qu'ils commencent à utiliser Lightbeans, ils doivent se créer un profil digital. C'est pas un compte avec un mot de passe, là. Ils viennent mettre le nom de la firme, puis après ça, ben leur nom, puis on a un courriel. Et ben, le manufacturier, lui, va pouvoir avoir un accès à un portail, puis il peut regarder c'est quoi les téléchargements qu'il a. OK? Fait que c'est quoi les couleurs, les produits qui vont être utilisés. Puis le manufacturier peut aussi comprendre les tendances. C'est surtout ça qui est intéressant à leurs yeux. Parce qu'ils lancent des produits, puis après ça, ben, ils se disent bon, est-ce que c'est telle couleur qui a le mieux fonctionné? Puis ça leur donne aussi du insight, des indications sur c'est quoi peut-être les prochains produits qui auront le goût de développer. Là. Qu'est-ce qui se passe dans le marché? C'est trop dope, mais est-ce que, mettons, il y a des terms of use ou des termes de conditions que les manufacturiers peuvent pas, genre, scraper toute l'info des architectes puis les contacter pour leur pousser des trucs? Ou, genre, tes architectes, ils sont-tu
protectionnistes un peu de leur... ils veulent-tu pas se faire vendre, mettons, genre, Ouais, ou il n'y a ouais. pas ça? Ouais, on observe ça, ben c'est sûr. Puis, en fait, c'est important que les manufacturiers, qu'on existe ou qu'on n'existe pas, faut pas les contacter non plus sans arrêt, là, tu sais, Mhm. pour que les tanner. Ils ont un brand aussi à protéger. Puis c'est pas nécessairement euh, de les contacter, OK? Puis c'est pas de leur envoyer un courriel ou de leur envoyer plein de newsletters. C'est pas ça la bonne approche. La bonne approche, c'est plus de leur permettre d'offrir leurs produits en mode PLG, Product-Led Growth, et non SLG, qui est Sales-Led Growth. Mhm. C'est quand l'architecte, il vient utiliser un matériau, le télécharger, ça crée une demande naturelle, il le met dans son projet, puis cette demande-là peut se matérialiser en projet, puis même en vente pour le manufacturier, sans même que le manufacturier, des fois, ne le sache. Ouais. Ils sont même pas au courant, des fois, puis ils obtiennent des spécifications dans le marché, puis c'est ça qui est génial. Fait que c'est d'avoir la bonne approche avec les architectes, puis on est là aussi pour dire bon, ben si jamais un manufacturier, tu sais, il exagère, ben nous, Ouais. on est là pour Sévir. agir, puis on est là aussi pour les éduquer, entre guillemets, là, leur donner des trucs comment gérer ces choses-là. Puis, parce que là, mettons, donne-moi un sens de volume, là, genre, il y a combien de textures ou il y a combien de manufacturiers à peu près sur la plateforme? Au moment du podcast, on a dépassé le 3800 produits. SKU? Ouais, SKU, numérisés en texture 3D. OK. Puis des manufacturiers, ben, on en a à peu près une centaine de signés, mais peut-être une soixantaine, 70 là, présentement qui sont affichés sur la plateforme. Les autres s'en viennent. Fait que ça, c'est supply side, demand side, il y a les architectes designers qui utilisent ça, il y en a 12 000 plus, mettons, genre. All right, folks. Le Spotlight partenaire du mois, c'est YAC, des hackers québécois qui font de la sécurité offensive pour toi. Des tests d'intrusion, du Red Team, des scans de vulnérabilité. Eux, ils vont hack ton app pour prouver qu'elle est sécuritaire ou pas. Mettons que tu as besoin d'une certification SOC 2, ISO 27001 ou TGV pour la santé, ou que tu veux genre closer les gros clients qui demandent des preuves de ta sécurité, ou juste rassurer ton board puis tes investisseurs, ben YAC peuvent t'aider avec tous ces volets cybersécurité-là. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S/YAC, YACK. Il y a mon entrevue sur le pod avec Cindy puis Nicolas. Il y a des capsules de vidéos éducatives, puis tous les détails pour les joindre. Ou sinon, tu peux aller direct sur yak.one, YACK.one. OK? De retour au pod. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez un edge, mettons, puis un positionnement différenciateur de photoréalisme. Puis ça, c'est comme votre moat, entre guillemets, qui vient avec votre scanner IN de patte. Le scanner à patte. Mais je suis en train de me dire, OK, avec le AI génératif qu'on voit popper, les modèles qui sortent de Google, que ce soit de l'image ou genre du world building là, avec Genie puis tout ça, vous voyez-vous ça comme peut-être une opportunité ou une menace? J'ai comme pas pensé plus loin que ça, mais toi, tu as de quoi me dire là-dessus? Ou? Oui, nous, on voit ça comme une opportunité. Ce qu'on pense, c'est que le AI va démocratiser encore plus le rendu 3D. Ça va être un outil qui va permettre d'améliorer le 3D puis le rendre disponible à plein de gens sur la planète. Mais le AI aura, selon nous, toujours besoin d'un point d'ancrage, un point de référence, en fait. Okay. Puis le marché, il s'attend à non seulement du photoréalisme. Le AI va pouvoir faire ça, mais il veut du fidèle au vrai produit. 100%. Fait que quand un manufacturier sort un produit, un vêtement extérieur, une céramique, c'est important qu'on représente la réalité. Donc, ce qu'on pense, c'est que c'est ça. Ça va être un bon point de référence pour le AI. Nous, après ça, ben, tu sais, si un jour le AI allait à reproduire toutes les textures, ben ça va être une opportunité pour que on puisse améliorer toute l'expérience de magasinage, là, de sélection plutôt des matériaux en ligne. Là. Vraiment intéressant. Ben, on va pouvoir s'en reparler dans 2-3 ans, I guess, puis voir on est rendu où avec ça. Tu me réinviteras sur le pod à ce moment-là, ça va être un exercice intéressant. Yes, sir. OK. Parlons un petit peu plus business au niveau de la commercialisation, mais aussi au niveau de revenus, mettons. Ma première question dans cette lignée-là, c'est genre, c'est quoi un cycle de vente puis un cycle de vie client roughly, genre? Le temps la première fois qu'ils entendent parler de vous, autant ce qui signe, puis autant ce qui est churn, mettons, tout ce que tu peux me dire là-dessus, côté manufacturier, mettons.
Oui, il y a des... Tu sais, nous, la façon comment on va chercher nos clients, c'est beaucoup dans les trade shows. Au niveau des manufacturiers, c'est important de créer une relation de confiance avec eux. Tu prends-tu l'avion tout le temps? Oui, souvent. Tu sais, dans les dernières années, là, j'allais dans des trade shows quasiment une fois ou deux par mois. C'était aux États-Unis plusieurs fois, dans le Canada anglais, au Québec. Mm-hmm. Fait que tu sais, il faut que tu sortes de chez toi, puis il faut que tu ailles serrer des mains, il faut que tu sois sur place là-bas avec eux. Okay. Puis après ça, c'est de développer un réseau, puis de réchauffer le marché, tu sais, puis pour qu'ils te connaissent, là. Donc, ça peut prendre des années de temps. Il y a des manufacturiers, un peu comme dans tous les cycles de vente, qu'ils n'embarqueront pas tout de suite, puis il y en a qui vont embarquer plus rapidement. Dans notre cas, c'est plus un motion plus classique de B2B qu'on va céduler, là, qu'on va organiser un disco, un discovery call. Puis après ça, c'est plus consultatif, là. Donc, on doit s'intéresser aux produits du manufacturier. Il y a toute une complexité derrière ça parce qu'il y a plein de types de matériaux différents. Puis pour chaque matériau, il y a une recette de scan qu'on a inventée à travers les dernières années. C'est pas juste qu'on a inventé un scanner puis on pèse sur un bouton, là. C'est que si c'est du bois, c'est une recette. Puis même dans un type de bois, il y a différentes recettes. Fait qu'il faut tout prendre ça en compte, mais il faut que ça reste très simple pour le manufacturier. Le manufacturier, il ne sait pas. Il n'a pas besoin de se casser la tête avec ça. Puis, après ça, on a le processus de lancement sur Lightbeans une fois qu'il devient client chez nous. Fait qu'on va le lancer sur la plateforme, on va intégrer l'outil sur son site web, on va lui donner des conseils sur comment afficher ses textures puis comment les promouvoir. Puis ensuite, c'est pas juste un one-time. On se suit. On communique ensemble à travers l'année. Fait qu'on a une équipe de suivi client là, qui s'assure d'avoir une excellente relation avec eux, là. Puis c'est d'ailleurs de ce qu'on voit, là, les manufacturiers, ils semblent beaucoup aimer Lightbeans pour ça, là, parce que c'est dans notre ADN d'être très connecté avec eux, puis saisir leurs besoins. Fait que c'est en évolution continue, là. Ça semble quand même heavy sur le genre en termes dans le temps. En tout cas, je sais pas si c'est heavy sur votre cash flow ou pas, mais combien de temps ça prend un cycle de même, mettons? Avant qu'il soit live, là, puis tu aies fait tes recommandations, puis là, il commence à avoir des clics, des downloads, des architectes qui trippent sur ses affaires en checkant votre marketplace. C'est-tu en moyenne 6 mois ou c'est genre 12? Ou... Ça peut être quelques mois. Ça varie vraiment pour chacun des manufacturiers. Le plus vite qu'on a vu jusqu'à la signature, c'est une semaine ou quelques jours. Ça, c'est vraiment le... Scanner... avant d'être introduit à Lightbeans, bon. Puis ensuite de dire j'ai le goût de faire affaire avec vous. Puis ensuite, là, c'est sûr que il faut que les manufacturiers, les matériaux s'envoient à Lightbeans. On les réceptionne. Il y a tout l'espace de stockage. Ça prend... il y a plusieurs semaines. Nous, on a un backlog un peu comme un manufacturier. Fait qu'on peut pas tout le temps les scanner dès qu'ils arrivent. Ils attendent les matériaux. Puis quand on est rendu à ces matériaux-là en spécifique, là, ils embarquent dans le scanner. Il y a le post-traitement. Il y a toute une série d'étapes. J'ai pas le nombre de semaines exact, mais c'est plusieurs semaines là, pour le processus. Là. Ça pourrait être 2-3 mois avant d'être lancé. Ça dépend du moment dans l'année. Puis comment tu t'assures ou tu t'arranges pour que le cash se mette à rentrer le plus vite possible dans le business? Ton pricing model, tu le structures comment, mettons? Oui, dans le fond, deux choses. Là. C'est deux étapes très simples. La première, c'est qu'on charge un frais pour la numérisation. Fait que ça, c'est un frais qui est juste une fois. Puis early, c'est à la signature du contrat. On demande un dépôt. C'est bon, ensuite de ça, il y a le frais qui est du SaaS, le Software as a Service. Et c'est une mensualité là, qu'on charge basée sur le nombre de produits que le manufacturier a ou va afficher avec nous. OK. Fait que pas par seat ou whatever, ça part pas par SKU, mettons. C'est par SKU, exactement. Puis c'est tout le temps de mensualité ou des fois tu te fais des plans annuels ou genre... C'est tout le temps des mensualités qu'on fait. Fait que dans le fond, une fois qu'il est dans le pipe, qui est passé dans le pipeline, là, genre, là, le revenu commence à rentrer vite, genre. Fait que c'est... OK. Puis... Ouais, puis tu sais, après ça, lui, le manufacturier, il peut décider d'ajouter plus de produits parce que à chaque année, il y a des nouvelles tendances ou aux 2-3 ans, sinon, fait que lui, il développe des nouveaux produits. Quand il y a un lancement de produits, il va nous appeler puis il va rajouter des produits. Fait que c'est pour ça que notre modèle d'affaires est basé par produit parce que ça stocke sur notre plateforme, puis il faut qu'on s'adapte à ça. Mais à chaque fois qu'il y a un nouveau produit, il repaye un frais de scan, right? Ouais, puis exact.
est-ce que l'inverse... Fait que tu sais, t'as comme un frais fixe qui est comme ponctuel là, dans la relation d'un lifetime d'un client, mettons. T'as un frais récurrent qui, lui, peut scaler en fonction de l'inventaire. Mais t'as-tu l'inverse, genre... t'as-tu une pression inverse du genre... est-ce qu'il y a, c'est con, mais il y a des produits qui se font mettre à la retraite, se font enlever des tables. Discontinuer, merci. Ouais. Genre, y a-tu ça pas mal aussi qui fesse tes revenus ou comment? C'est minime, mais c'est normal que des produits éventuellement soient discontinués là, dans le cycle de lancement de produits là, d'un manufacturier. Puis de la même façon qu'ils ont accès à de l'analytique, fait qu'ils peuvent voir c'est quoi mes produits qui fonctionnent le mieux puis qui fonctionnent le moins. Il y en a qui pourraient dire, bon, ben celui-là, je vais le discontinuer. Ça fait 3 ans qu'on le roule, puis ben je sais que dans 6 mois, on ne l'aura plus. Fait qu'ils ont autant l'option, là, ils viennent sur le portail, ils peuvent le décocher. Puis souvent, ben ils regarnissent ça avec d'autres produits là, pour complémenter. Malade. Fait que ça veut dire qu'il faut que tu aies un système, je sais pas comment vous avez buildé ça, mais de billing quand même dynamique là, qui fait genre... Ouais, c'est un défi, ça. Ouais, c'est un défi en cours. Ouais. Moi, ce que je trouve vraiment hot, c'est que genre, c'est fucked up, mais genre, la première fois que je t'ai parlé, ça fait genre au moins 2 ans. Là. C'est Max Royer qui nous avait introduit, je pense. Max Royer. Puis tu sais, les AI n'avaient pas popé autant qu'aujourd'hui, mettons. Puis je me rappelle qu'une des premières affaires que je te disais, c'est genre, ouais, man, il y a quand même un gros pourcentage de ton revenu qui dépend de service, genre, puis du scanning, mettons, puis des frais comme ça. Je dis, tu sais, t'as une plateforme insane avec genre two-sided, un marketplace à deux côtés, que les deux, c'est valuable. Tu sais, autant les manufacturiers comme ICP que des architectes designers, ça vaut, c'est pas des étudiants. Là. Par tête, ça vaut cher, mettons, dans le market. Fait que j'étais comme, Chris, essaye de genre booster ton SaaS, booster ton recurring revenue, puis tout ça, tout ça. Puis là, aujourd'hui, fast forward à aujourd'hui, je suis comme, actually, le fait que Phil, mettons, puis Antoine, il y ait un différenciateur physique, puis une complémentarité de revenus qui vient du service de l'appareil physique, c'est devenu quasiment un moat, genre versus juste être purement numérique avec tout le tooling d'AI qui pop puis qui fait changer un paquet d'affaires en ce moment. Fait que je trouve ça cool de voir qu'en aussi peu de temps, genre, ma perspective sur ton revenue model, mettons, ton business model a genre quand même changé. Oui, puis tu sais, au début, comme je disais tantôt, on n'avait aucune idée que ça allait devenir ce que c'est aujourd'hui, au sens que le scan, c'est notre mode, c'est un avantage concurrentiel avec le photoréalisme, mais c'est pas juste ça. Après, il y a tout le traitement des scans, c'est des gigs et des gigs de données, mais nous, on peut pas donner ça aux architectes, les gigs. Là. Fait qu'il faut qu'on on traite les fichiers, on les rende beaucoup plus légers, puis on doit les rendre compatibles avec tous les logiciels de modélisation. Il y en a au-dessus d'une 20aine. Puis après ça, ben on doit s'assurer que les bons patrons de pose sont respectés. Un patron de pose, c'est quand tu installes, mettons, du plancher. Okay. En ce moment, dans les tendances, on va parler d'herringbone ou de chevron là, pour ceux qui font du design ou qui sont plus calés en architecture. Ben, il faut qu'on crée ces patrons-là quand on développe les textures. Quand tu reprends la texture, tu la mets dans ton rendu, tu vas avoir un beau patron d'installation qui est tout déjà fait. Fait qu'on a des outils qu'on a développés à travers le temps qui permettent de faire ça. Puis finalement, ben, il y a le réseau de 12 000 architectes qu'on développe constamment, puis la distribution web de ces fichiers-là. On pourra la couper si tu l'aimes pas celle-là, mais genre, quelle partie de ton marketplace est la plus demandante ou chialeuse ou qu'il faut que tu te donnes le plus d'attention? C'est les architectes, les designers ou bien les manufacturiers qui te tirent le plus de jus? C'est pas l'un ou l'autre, c'est les j'allais dire les réponses de CEO. C'est les deux. Mais je le dis dans le bon sens parce que nous, on doit développer 2 segments. C'est ceux que tu as mentionnés, les architectes designers puis les manufacturiers. Ouais. Ça, c'est jamais évident parce que c'est ça. Tu peux pas en favoriser un plus que l'autre. Il faut que tu t'assures que tu développes au même pace, au même rythme. C'est ça votre philosophie, maintenant? Oui, c'est ça notre philosophie. On a une approche plus classique de PO. Présentement, les PO, moi, je suis le PO manufacturier dans la compagnie. Antoine, c'est le PO architecte designer. Puis on a une équipe qui rencontre des architectes à toutes les semaines. 4 à 5 rencontres par semaine. Les manufacturiers, on les rencontre à toutes les semaines aussi. Fait qu'il y a plein d'informations qui se rendent à nous. Puis là, nous, on doit décider, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette information-là? Puis là, un moment donné, les mêmes thèmes reviennent, puis là, on va décider d'en prioriser certains développements pour les architectes, puis même chose pour les manufacturiers. Puis des fois, on demande aux manufacturiers, hey, si on faisait ça avec les architectes, ça t'intéresserait-tu? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Puis eux peuvent influencer là, plus. Ton style, puis votre business, dans la culture, ça semble crissement relationnel. Je vais essayer de l'expliquer, là, mais genre, t'as comme une proximité ou un canal de communication ou de serrage de main, puis d'être capable d'avoir des conversations, genre,
toi, t'es de même, comme dude, mettons, je l'ai vu, mais genre, dans ta compagnie, tu viens de me dire, non, man, tu sais, on leur parle tout le temps aux deux côtés, non-stop, genre, je trouve ça cool, ça. Je voulais juste le soulever. L'autre affaire, je voulais te demander, c'est genre l'analytics. Au début, quand vous avez fait la plateforme web, c'était-tu déjà dans votre tête de genre, Chris, on va pouvoir leur donner en plus de l'analytics aux manufacturiers en arrière, ou c'est plus tard que vous avez comme stumble upon, Chris, dans le fond, avec toute la donnée, on pourrait genre leur donner des insights? Je suis juste curieux. On avait une idée générale dans les débuts qu'un jour, ça pourrait être ça, mais ça s'est concrétisé de plus en plus avec les années qui ont passé, puis les discussions qu'on a avec les manufacturiers, ils disaient, hey, on aimerait ça en savoir plus. Puis même à ce jour, ils nous disent, on veut telle chose, on aimerait ça. Pas juste l'analytique, là, mais ils aimeraient avoir des développements logiciels. Là, c'est à l'infini, là, ça que ça perdure. Je t'ai même pas posé cette question-là, man, my bad, mais genre, my bad. I guess c'est bon pour toi, mais c'est important pour moi. Y a-tu de la compétition directe? Genre, t'as-tu genre des joueurs qui font pas mal 80% de ce que vous faites, mettons, autant au niveau du scanning que du web? C'est surtout de l'indirect présentement. Tantôt, je parlais des outils de réalité augmentée. OK. Fait qu'on va compétitionner pour des budgets marketing. Puis le AR, la réalité augmentée, va être pour un segment plus B2C. Dans notre cas, c'est du B2B avec les architectes, mais ça reste que, c'est ça, il y a un espace limité dans un budget marketing d'un manufacturier. En ce moment, il y a des gens aussi sur la planète qui essayent de nous imiter. Puis ça commence. Sur la planète. Oui, sur la planète. C'est même pas sur l'espace d'une main à notre connaissance aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup. Non, puis ça, Mais c'est un bon signe que ça commence. Ben oui, parce que c'est stressant sinon, parce que ça veut dire l'idée est-elle bonne. Là, on peut confirmer qu'elle est bonne et au-dessus de 100 manufacturiers. Par contre, il faut qu'on court vite parce que on veut rester les leaders là-dedans, puis on pense que ça peut vraiment accélérer. Là. Fait que... Mais ce qui paraît, tu cours sur le plan d'Abraham, puis tu cours vite, le gros. Exact. Il y a un bon pace similaire avec moi, Frank. Hey, gros, je vais mourir. OK, man. Fait que là, depuis un bout, tu sais, pour avoir parlé ou vous avoir vu parler aussi, toi et Antoine, dans la communauté, genre, vous avez investi puis itéré sur votre équipe commerciale, puis genre, build une sales team, puis tout ça. Je suis curieux, y a-tu une grosse motion qui est genre inbound pour faire du demand lead gen ou c'est mostly outbound ce que vous faites? Genre, comment ça marche? 70% est outbound, 30% est inbound chez Lightbeans présentement. OK, c'est bon. C'est beaucoup d'outbound. T'sais, cette statistique-là varie selon, mettons, l'année, là, mais on essaie d'augmenter l'inbound là, comme beaucoup d'entreprises. Sauf que c'est sûr que nous, comme tu disais tantôt, c'est du relationnel. Fait que après ça, sur notre plateforme, les architectes vont nous demander d'avoir un manufacturier en spécifique. Okay, fait que, il faut qu'on aille lui parler au manufacturier. Il faut qu'on lui dise, hey, ça fait déjà plusieurs demandes que ton nom sort dans plusieurs demandes. Il faudrait que tu embarques sur Lightbeans, voici comment ça fonctionne, tout ça. Fait que faut qu'on aille directement à lui en outbound. Puis là, c'est un peu comme une stratégie. C'est comment qu'on va aller le rencontrer. Des fois, il peut être en Ohio, au Montana. Fait que comment qu'on va avoir son attention. Puis ça devient une expertise en tant que telle. Là. Mais tu commences avec un bon ammo ou de la bonne ammunition dans ton back pocket si tu as la genre de demande built-in dans la plateforme de ses clients parfaits, là, des architectes ou whatever. Ça, c'est quand même cool de pouvoir arriver au manufacturier et dire, hey, on a une douzaine de firmes qui trippent en crise sur vos affaires, ils aimeraient ça pouvoir les voir sur Lightbeans. Exact. Puis c'est ça qu'on fait. Puis les architectes, ils sont contents de ça. Quand ils voient un nouveau brand, une nouvelle marque qui arrive sur Lightbeans, on leur dit, on est comme, hey, grâce à vous, ben ces gens-là viennent, puis ils deviennent des champions, puis ils sont comme, let's go Lightbeans, on en veut plus, puis ça fait un effet boule de neige. Là. Très hot. Là, bro, je vais te poser une question comme plus personnelle, mais genre, comment... Tu considères-tu que t'es un dos d'extraverti, mettons? Oui. Ouais. Fait que, mettons, un trade show, là. Moi, là, juste l'idée, là, on en a parlé de genre prendre l'avion, débarquer en Ohio, check-in à l'hôtel, aller au centre des congrès, serrer des mains, checker des kiosques, monter un kiosque, je sais pas trop, genre ça me brûle juste d'en parler. Ouais. Toi, c'est... Moi, j'adore ça. Toi, ça en mange, genre? OK, ouais. Mais j'aime ça, mais tu sais, jusqu'à certaines limites. Là, un moment donné, moi aussi, je suis plus capable. Là, après ça, quand... Tu sais, Las Vegas, là, on l'a fait, puis on l'a refait, puis on l'a refait. Là. Puis quand tu t'en vas de Las Vegas, là, il y a les fameux vols Red Eye, là, que tu reviens à minuit, puis tu arrives à Québec, là, puis c'est le matin. Là, ça, c'est... Moi, je l'ai fait plusieurs années. Mais ça, tu vois, peut-être c'est bizarre, là, mais moi, j'aime ça, les trade shows, puis rencontrer plein de gens. Moi, ça me donne de l'énergie.
Fait que Mais c'est ça. Antoine, il vient-tu dans toutes ces affaires-là? Non, Antoine, il s'occupe pas pantoute des trade shows. Il se concentre vraiment sur les opérations internes. Okay. Moi, je développe. Puis, tantôt, je disais, c'est pas juste moi, là, dans la commercialisation, maintenant, je pense qu'on est 6-7, là. Fait que je peux pas aller à tous les trade shows, là. Il y a des gens qui prennent l'avion, qui y vont. Puis sinon, je serais brûlé bien dur, là, ça marcherait plus. Là. Ça m'impressionne. Il y avait Rami Jarjour de Hugo Works qui faisait un hostie. Je le connais, puis je pense que Patrick, ça a été il était professeur. Rami, c'était son étudiant. Fait que c'est le même que nous, on s'est connus. Il me disait, hey, toi, t'es le fils de Patrick. Ce prof-là, il était vraiment nice. Puis là, on s'est. Mais eux autres aussi, leur motion de go-to-market, c'est full physique. Très relationnel. Beaucoup. Ça m'impressionne. Puis, mettons, peux-tu me dire le split roughly aujourd'hui entre. Parce que là, tu me dis le split outbound, inbound, mais je suis curieux du split revenu SaaS récurrent versus revenu scan service, maintenant. C'est moitié-moitié, 50%. Puis ça a bougé depuis la première fois qu'on s'est parlé. Oui, ça augmente. On développe les outils numériques, là, le logiciel de plus en plus. Puis après ça, ben, ça nous met dans une position qu'on peut aller capturer cette valeur-là. Puis justement, ben, tu sais, tantôt je disais, les manufacturiers, ils en veulent plus. Fait qu'ils veulent qu'on développe du tooling. Ils veulent qu'on développe les logiciels. Puis, ben, nous, pour rester compétitifs, il faut qu'on puisse aussi charger pour ces logiciels-là naturellement. Là. Fait que 100%. le SaaS est amené à augmenter, mais tant aussi longtemps que la valeur est là, puis beaucoup plus même que le prix pour lequel il paye. Très cool. On parlait de bottleneck tantôt. Tu me disais, tu sais, s'il m'envoie genre des échantillons, genre à pu finir mon scanner, j'ai pas une armée de scanners, mettons, genre. Puis ça m'a fait penser à, j'ai un de mes meilleurs chums d'enfance, Samuel Hébert, le fondateur de OG, Original Garage Moto. Puis lui, tu sais, chaque fois que sa business, ils font du e-commerce, là, de customisation de pièces de Harley, puis des affaires de même. C'est malade, la business, c'est huge. Puis genre, chaque fois que la business veut prendre un nouveau step d'expansion, c'est genre, alright, man, on repart en magasinage pour trouver un nouvel entrepôt. Avec le SKU, il vient de doubler, tu sais, des affaires de même. Puis j'étais comme, ben là, Phil, lui, ça, il fait ça ou il fait, tu sais, vous autres, arrivez-vous à un moment donné, vous êtes comme, fuck it, on fait un deuxième scanner puis on pogne un autre entrepôt ou genre, c'est pas à ce point-là, mettons? Ben, tu sais, nous, il y a la composante physique qui est autant un avantage concurrentiel, qui est un facteur limitant à notre croissance. Exact. Fait que ça reste qu'on doit recevoir les matériaux. Là, on n'est pas une business tech traditionnelle. C'est pas juste du développement logiciel. On est, tu sais, pour ceux qui sont venus nous voir, là, ils savent, ils ont vu tout le stock room. Tu sais, on a des entrepôts, on bouge des matériaux. C'est vraiment comme on a une shop, là. Puis, fait que oui, on est limité par ça. Puis, après ça, ben, nos scanners peuvent tout le temps s'améliorer. Ils peuvent numériser plus rapidement, ils peuvent devenir plus robustes. Puis après ça, ben, là, il y a de la demande pour amener les scanners à l'extérieur. Tu sais, on a reçu même à travers les années des gens qui veulent qu'on aille en Europe installer un bureau-service là-bas. Fait qu'il y a des façons là, de pouvoir amener ça plus loin que Québec. Mais pour l'instant, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens, ils les shippent quand même, les matériaux. On a eu des clients qui étaient en Californie puis en Arizona. Ils ont testé avec quelques matériaux en démo, puis ils ont dit, hein, c'est tellement hot, ça marche. Il y a des architectes qui nous ont spécifié, puis ils nous ont envoyé tous leurs matériaux. Il y a des vannes, là. Je te dis, Frank, ça partait de là-bas, puis ils s'en venaient. Nous, on n'est pas loin de l'Université Laval, là, sur Versant Nord. Les vannes étaient là, c'était du revêtement extérieur métallique. J'avais jamais vu ça. Puis le client, il dit, quand il a testé les 4 matériaux, je dis, puis comment t'as trouvé ça? Puis il dit, Philippe, I want to do it all. Fait que, fait que là, je dis, what do you mean you want to do it all? Il dit, je veux faire tous mes skills. Puis je dis, ouais, mais attends, là, tu vas shipper ça de l'Arizona, tu sais? Il dit, oui, il dit, ça marche. On a été spécifié sur un job, puis là, j'y crois. Fait que, Fait que, tu sais, tant aussi longtemps que c'est pas un hurdle, une friction qui arrêterait toutes nos opérations, ben nous, on opère de Québec, puis ça fonctionne. Là. Mais c'est mathématiquement, si, mettons, t'avais, je sais pas, là, Doug, là, tu décides de lever du cash ou ben genre, tu trouves une formule magique dans ta commercialisation qui fait que tu triples, le pipeline, là, genre, là, c'est sûr qu'à un moment donné, ça pêterait à quelque part. Ben là, oui, genre, oui, puis je dis pas que ça n'a jamais pété, là, ça pète souvent, là, tu sais. C'est de même qu'on grossit. À chaque fois qu'il y a de la croissance, là, ça va péter.
Mais nous, je veux pas qu'on ait de la trop grosse croissance. Je veux qu'on contrôle la qualité tout le temps de ce qu'on fait. C'est vraiment important. Puis, naturellement, à un moment donné, ben, il va falloir qu'on ait plus d'espace. Puis ça a déjà été le cas. Là. On vient de déménager l'année passée. OK, c'est ça. On est rentré dans des beaucoup plus gros bureaux. On a plus d'entrepôts. On prend plus d'entreposage. Mais on peut comme scaler comme ça. Là. C'est trop sick, man. Faut vraiment falloir que j'y aille pour vrai, au bureau. Mais. Ouais, tu viendras nous voir, Frank. On va s'organiser ça. Vous allez me passer dans le scan. Ouais, c'est ça. Pur titanium! Je sais pas si tu veux ça. Non, d'autres, je suis claustrophobe en plus, le gros. Fait que dans un scan, après moi, je serais dans mes culottes. OK, man, parlons de toi un petit peu. Genre, là, le monde a comme commencé à voir ta personnalité puis tout ça. Si, mettons, je demandais à Antoine ou à ton staff ou même à ton père, genre, c'est quoi qui est le plus dur à propos de travailler avec Phil? Tu penses qu'il me répondrait quoi? Ah, il y a plusieurs choses. Vas-y. La première, je pense que moi, j'ai une tendance à vouloir poser les bonnes questions. Elles sont pas tout le temps évidentes, OK? Puis des fois, peut-être la façon comment je les pose, c'est un peu... ça peut être dur, au sens que, tu sais, je pense, là, un exemple que quelqu'un travaillerait sur un projet pendant un bout, puis il est vraiment fier, il est vraiment content, ben, ça se peut que ça soit pas la bonne chose qu'il faut qu'on fasse, là, tu sais. Fait que moi, je me gênerai pas à le dire. Puis, des fois, ça peut en décourager. Fait que ça, c'est moins évident. L'autre chose, c'est que quand j'ai une idée, moi, je peux rester boqué dessus, là. OK? Fait que, mettons, ça a son bon côté, puis ça a son mauvais côté aussi. Le bon côté, c'est que, mané, la plateforme, le marketplace, quand que je disais, on va devenir un marketplace, il y a quand même pas d'autre choix, c'est ça. Ça a été un bon move. Mais il y a d'autres, mettons, exemples que je pense que c'était pas des bons moves, puis ça a créé plein d'acrobaties pour rien. Puis oui, on a appris aujourd'hui, mais c'était un apprentissage des fois qui était non nécessaire. Ouais. Fait que ça, c'est une autre chose. Puis sinon, ben, plus on croit, plus c'est dangereux de devenir un bottleneck aussi, OK? Au sens que... Comme leader. Ouais, puis ça, c'est quelque chose que, tu sais, on deal constamment, Antoine et moi, puis même de plus en plus nos employés qui prennent du leadership, c'est que ça me prend du temps à répondre. Puis ça m'énerve. Je veux être capable de leur répondre rapidement parce qu'on perd du momentum. Fait que là, il faut que tu designes des systèmes, tu sais, qui te permettent de... les processus. Les fameux processus qu'on n'avait pas au début quand on était 5-6, là, ben, on est dans ça. C'est des beaux problèmes. T'as raison, Frank. C'est des beaux problèmes. Mais c'est ça. Fait que ça serait les trucs que je pense. Là. Mais tu sais, je me dis, genre, en même temps, ton espèce de tête de mule ou genre, quand t'as une idée, tu la poursuis, genre, c'est aussi cette force-là qui fait que, mettons, pour faire une loupe au début, là, que t'es resté assis sur la chaise en avant de Paul. Ouais. Puis t'es genre dit, man, je pars pas d'ici, tu sais, parce que toi, ton histoire, c'est, non, je start Lightbeans, puis genre, tu caches sur Lightbeans, puis j'ai besoin de ce cache-là, je bouge pas. OK là-dessus. Ouais, c'est ça. Autant que c'est bon, que ça peut gosser du monde. Depuis, on s'en va tranquillement vers notre closing. Depuis le début de l'histoire, mettons, si tu avais à me trouver un candidat du meilleur pari que vous avez fait dans le business versus du pire flop. Meilleur pari, ça a été les gens qu'on a décidé de faire confiance, qu'on a recrutés. Tu sais, quand on recrute des A-players, des gens qui ont une bonne attitude aussi, là, ça a tellement un impact là, dans la compagnie, là, c'est fou. Là. Moi, je l'ai vu au début, le recrutement, je connaissais pas ça. Puis j'avais aucune idée là, comment gérer ce domaine-là. Mais à travers les années, on l'a vu, puis ça a été parmi les meilleures décisions. C'était des people decisions qu'on a faites. Sinon, ben de devenir une plateforme, je l'ai dit tout à l'heure, ça a été un bon coup jusqu'à maintenant. Puis, ben les flops, c'est autant les people decisions, on s'est planté complètement. Puis c'est pas à cause que c'était une mauvaise personne, c'est juste qu'il n'y avait pas de fit avec Lightbeans. Ouais. Puis ça, ben autant pour la personne que nous, on perd des mois, ça coûte cher, on a perdu beaucoup d'argent avec les HR. Puis ça a recommencé. Là. C'est rough, là. Après, il faut que tu recrutes du monde, puis là, t'espères que ça va marcher. Fait que tranquillement, pas vite, ben, on a accumulé un peu de sagesse, quelques cheveux blancs, là. J'en ai pas tant, là, mais ça s'accumule. Malade, man. Si tu rêves un peu, mettons, puis
projettes dans, call it 5, 10 ans, Light Beans? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce quoi qui t'excite? Mon rêve, c'est qu'on devienne le meilleur outil de spécification des matériaux au monde. C'est-à-dire que les gens vont venir sur Light Beans ou vont venir sur notre écosystème, puis ils vont choisir les matériaux. Ils vont pouvoir les visualiser, puis dire c'est ça que je veux dans mon projet de construction. Puis je le comprends bien. J'ai une belle... je peux bien le visualiser, puis je veux ce produit-là. Il y a un huge potentiel. Bro, je viens de me rendre compte, je t'ai même pas demandé ça venait d'où le nom. Light Beans? Ouais. Light Beans, ben, on revenait, d'ailleurs, il y avait Antoine, Patrick et moi, avant de lancer Light Beans, c'était peut-être un an avant, on revenait du ski, on venait genre du Mont-Saint-Anne, puis on se disait comment ça va s'appeler cette compagnie-là, tu sais. Ouais. Puis dans le scanner, il y a beaucoup de lumière, on va modéliser des faisceaux de lumière, fait que light, un faisceau de lumière. Beam comme un faisceau, justement, mais ça peut pas être ça, là. Light beam, c'est trop classique. Ouais. Il faut qu'il y ait un peu de lol, là. Faut que ça soit le fun. Fait qu'on va dire beans comme des jelly beans qui sont lumineuses, tu sais. Ouais. Fait qu'on a dit light beans. Puis là, après ça, on est allé regarder en ligne sur GoDaddy, je pense, puis le domaine, il était clairement ouvert. Fait qu'il veut s'appeler Light Beans au début d'une compagnie. Fait qu'on a dit, c'est parfait, c'est ça que ça nous prend. Puis l'autre chose, c'est qu'on a été en voyage, puis on a rencontré un Américain, là, je sais pas trop, un restaurant, puis on lui parlait de ça, qu'on voulait lancer notre compagnie, puis ça allait s'appeler Light Beans. Puis là, il nous a regardé, puis il a dit, what? Il dit, c'est qui ces gars? Puis là, on a vu sa face, puis on a dit, c'est parfait. On va s'appeler Light Beans, puis on va développer ce brand-là. Fait que, c'est trop cool, man. L'histoire. Ça vient de me faire réaliser que je devrais poser cette question-là plus souvent, man. Ben oui, bon, c'est sûr quelqu'un que ça s'appelle HR à Tech, c'est comme, ouais, OK. Bon, il n'y a pas d'histoire en arrière, mais j'ai adoré quand tu as dit, tu sais, il faut qu'il y ait un peu de là. Cool, man. Côté futur aussi, je voulais savoir, mettons, veux-tu te limiter aux textures puis owner vraiment ça ou tu veux expand un petit peu? Comment tu vois ça? On va aller plus loin que les matériaux. Là. Dès cette année, on va ouvrir tout le volet objet chez Light Beans. Là. Fait que tout ce qui est les meubles. Pas juste une surface, mais un objet. De géométrie. De géométrie. Oui, exactement. C'est quoi les ballons que t'amenais des fois? T'avais amené les genres de... T'avais comme des ballons de texture, des sphères de texture. Ouais. T'aurais dû en amener, pour le pod? J'aurais dû en apporter. T'as raison. Ben, tu viens de voir, mais... C'est bon. mais les sphères, c'est que pour ceux qui veulent voir ça, là, c'est comment qu'on représente une texture. Là. C'est un peu une représentation en ligne seulement, mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une sphère physique, puis on a ça au bureau, on a une coupe de sphères, puis tu peux voir des matériaux sur la sphère. Vous autres, vous avez pris une vraie texture, vous l'avez scanné, vous l'avez mis en ligne, vous avez pris le rendering en ligne, vous l'avez réimprimé en sphère. Sur une sphère physique. Ça s'arrête plus. C'est funky. Si tu peux donner un conseil à genre le jeune Phil, avant même qu'il lance Light Beans, ce serait quoi que tu chuchoterais dans l'oreille? De focusser. De se concentrer. De se concentrer, oui, sur la bonne chose. C'est bon de faire l'exploration. C'est une des raisons pourquoi on est encore là. C'est qu'on a été proche de nos clients, mais je pense qu'on a fait un peu trop d'exploration. Il y a des choses qu'on aurait pu s'éviter, là, puis je dirais de focusser. Parfait. Y a-t-il un SaaS ou un AI tool, peu importe, à l'interne qui vous amène du bonheur ou qui vous sauve du temps? Ouais, ben au moment où on se parle, nous, on vient de changer de CRM, fait que, tu sais, on est rendu avec HubSpot. Fait que HubSpot, moi, je trouve ça vraiment cool parce que ça permet de sauver du temps à beaucoup de monde dans notre équipe de vente. Là. Il y a des workflows automatisés. Juste par jour, là, je sais pas combien de minutes maintenant on sauve là, d'aller chercher des contacts, de faire des séquences qui roulent tout seul. Ça, c'est super. Avant, on pouvait pas faire ça. Là. OK, cool. Mais que j'aille vous visiter, tu pourras me montrer HubSpot, mais je dois t'avouer que je suis plus intéressé par le scanner et les textures. On est pas mal à notre fin, mon vieux. Y a-tu n'importe quoi que tu veux plugger? Shameless plug, t'embauches-tu? Tu veux-tu du cash? Tu veux plus de texture? Parle-moi. Ouais, ben on a 4 nouveaux postes ouverts en ce moment dans le développement logiciel. On a au niveau des ventes là, des BDR, au marketing, spécialistes marketing, lead marketing. On va ouvrir aussi une dizaine de postes là, au courant de l'année. Fait que restez à l'affût, puis ça va nous faire plaisir de vous rencontrer, les gens qui écoutent le podcast là, pour la prochaine phase de croissance de la compagnie. Tu mettras ça sur le job board. Ça se passe? Yes, sir, avec plaisir. Man, c'était un plaisir, mon vieux. Merci beaucoup. Let's go.
Alright, folks. Avec Ça se passe, on a une infolette de feu hebdomadaire qui est très moitié fun, moitié fond à notre sauce. Il y a des hot takes, des expérimentations que je fais, des histoires vraies de SaaS, vraiment pour t'aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit par rapport à ta compagnie ou ta carrière. C'est une place où je peux être 100% moi-même. Ça fait du bien, j'adore ça écrire. Fait que d'avoir ce outlet-là, c'est complètement motivant pour moi. Il y a plus qu'il y a 850 SaaS folks puis curieux qui nous suivent. Ça augmente chaque semaine. J'aimerais ça que vous en fassiez partie, puis qu'on se rende à 1000, puis qu'on se rende à encore plus que ça. Ben franchement, ça me craint au bout d'avoir des nouveaux abonnés qui se joignent sur l'infolette. Ça me craint à continuer d'écrire, à continuer de faire de la recherche, de me poser des questions, d'analyser ma conversation avec cette fondatrice-là ou ce fondateur-là. Ça pourrait être transformé en un éditorial que moi, j'amène dans l'infolette. Fait que si vous voulez aussi, vous pouvez joindre les SaaS Pals. On a un petit forfait payant là, qui permet de nous supporter directement comme individu ou comme compagnie. On a déjà plus que 22 personnes qui nous supportent comme ça. C'est insane. J'en reviens pas. Puis eux, ils font ça en échange contre des extra goodies, right? Fait que pense à, mettons, des updates extra que je fais avec personne d'autre qu'avec eux, des previews de la roadmap du podcast, des rabais sur les événements puis d'autres trucs. Fait que vous pouvez aller sur saspace.com. Il y a un pop-up il y a un pop-up qui va vous apparaître d'en face en théorie. Puis sinon, il y a, dans le footer, vous pouvez vous inscrire. Sinon, vous googlez Ça se passe puis Beehive, c'est l'outil qu'on utilise pour l'infolettre. Ça me craint vraiment de voir ça grandir, puis ça me tient à cœur. Fait que check it out. Puis si vous avez du feedback constructif aussi, vous pouvez me le shooter. All right, folks. Petit shout-out à Leviat Légal, partenaire certifié Ça se passe. Incorporer ta boîte, négocier un term sheet ou juste avoir des contrats qui ont de l'allure sont là pour ça. Leviat, c'est des avocats qui comprennent actually la business tech. Donc, tu n'as pas besoin de payer pour leur expliquer comment ça marche un SaaS. Ils ont représenté un solide chunk des fondateurs au Québec dans leurs transactions. Plusieurs de ces founders-là qui sont d'ailleurs venus sur le pod. Puis les reviews sont 5-star, baby. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Tu peux aussi écouter l'épisode 142 avec Guillaume Falardeau, le fondateur. OK? De retour au pod. Alright, folks, Ça se passe, c'est une business d'amour, une business indépendante. Il y a un paquet de choses que vous pouvez faire pour nous supporter dans notre croissance, pour qu'on puisse continuer de créer du contenu de feu, d'organiser des beaux events, puis de mousser, puis de tirer par le haut cette communauté de tech-là qu'on a au Québec. First, si vous n'avez pas ajouté votre SaaS sur notre plateforme, allez sur saspace.com, il y a un gros bouton mauve pour faire juste ça. Vous pouvez check out le job board. Si vous avez une offre d'emploi quelconque, c'est gratuit, un outil super cool pour toute notre audience puis notre réseau. Si vous ne nous suivez pas déjà par rapport au pod sur Spotify, Apple Podcasts, allez faire ça s'il vous plaît. Puis vous pouvez aussi nous laisser un review, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, qu'on investit de plus en plus là-dedans. On met des shorts, le plus de contenu possible, que ce soit organique ou avec des partners. Fait que check this out. Si vous voulez venir aux événements puis pas manquer de billets parce qu'on est souvent sold out, vous devriez nous suivre sur Eventbrite. Fait que vous allez sur Eventbrite, vous écrivez Ça se passe, vous pouvez vous abonner puis avoir des notifications. On fait ça roughly à peu près chaque mois-ish. Puis last but not least, suivez-nous sur LinkedIn puis Instagram. On met du beau contenu, du contenu souvent drôle. Fait que je pense que ça vaut la peine. Je veux finir cette outro custom-là un petit peu en remerciant les partners certifiés de Ça se passe. On a des compagnies de fous qui nous supportent financièrement, stratégiquement, des fois même psychologiquement dans mon cas. Puis sans ces compagnies-là, la majorité du revenu de Ça se passe n'existerait pas puis on pourrait pas faire ça. Right? Fait que je veux que vous preniez le temps d'aller les regarder. saspace.com/partenaire avec un S. Ils sont tous listés là. Ils ont une belle fiche avec du contenu, avec des liens, des détails. Je vous les nomme rapidement. Leviat Légal, des avocats qui sont tech et founder friendly. Le Chiffre, des comptables et fiscalistes qui sont calés en tech aussi. Baseline, des gros geeks pour innover avec l'AI. Unicorn, des experts cloud AWS pour optimiser et scaler votre infrastructure. Puis on a aussi cette année des partners produits. Donc Vasco, une plateforme RevOps pour votre go-to-market. Missive, un inbox collaboratif pour vos teams, pour vos communications de team, pardon. Puis Apollo 13, un studio no-code pour construire des MVPs puis des side projects. Vous pouvez tout aller les voir sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis moi, du fond du cœur, je vous dis juste merci de nous suivre et de nous supporter. C'est insane comme aventure, ce qu'on a lancé là. Puis je suis bien privilégié de pouvoir faire ça. Cheers!